Allez, rebonsoir à tout le monde. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. On va passer à l'appel des membres. Madame Frédérique Wozniak. Monsieur Moutet-Bernard, Madame Leroy-Bénédicte, Monsieur Domas Robert, Madame Samazan Léa, Monsieur Olivieri Christophe, Madame Gauthier-Denise, Monsieur Lupi Robert, Madame Bruno Laetitia, Monsieur Landa Jean-Claude, Madame Lussani Yolande, Monsieur Delvalle Philippe, Monsieur Delcamp Raymond, Madame Breda Frédéric absente, donne procuration Monsieur Olivieri, Madame Noël Régine, Monsieur Valentin Pierre, Madame Bacino Véronique, Monsieur Donati Bruno absente, donne procuration Monsieur Lupi, Monsieur Michel Robert, Madame Lafay Valérie, Monsieur Kopp Philippe, moi-même, Madame Luciani Valérie, Monsieur Delvalle Stéphane, Madame Aurore Fauché, Madame Leborne Capraro Stéphanie, Monsieur Garcia Mathieu, Monsieur Concalves Florian, Monsieur Crété Christophe, Monsieur Capanero Francis absent, donne procuration Monsieur Crété, Madame Cornet Ingrid, Madame Chorda Ambrogio Séverine, Madame Legon Chloé absente, donne procuration Monsieur Chable, Monsieur Chable Pierre Laurent. Merci. Nomination d'un ou d'une secrétaire de séance. Je propose Frédérique Wozniak. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats? On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Comme à chaque conseil municipal, quelques petites communications de début de séance. Avant d'ouvrir les travaux de ce conseil municipal, je souhaiterais que nous ayons une pensée particulière pour Suzanne Guess, qui nous a quittés le 3 mai dernier à l'âge de 98 ans. Suzanne Guess était une figure bien connue de notre commune. Depuis son mariage avec Émile en 1946, elle avait fait du cœur de notre beau village son lieu de vie, de travail et d'engagement. Nombreux sont ceux qui l'ont connue comme bouchère, puis à la Maison de la Presse, où elle a exercé son activité jusque dans les années 80. Toujours proche des habitants, elle a ensuite consacré une partie de sa retraite à la vie publique locale. Dans les années 90, elle s'est engagée au sein du conseil municipal, où elle s'est investie particulièrement dans les questions sociales et l'attention portée aux plus fragiles. Même après cette période d'engagement, Suzanne est restée profondément attachée à notre commune. Malgré les années qui passaient, elle continuait à s'intéresser à la vie locale et n'hésitait jamais à faire part de ses idées, de ses remarques ou de ses suggestions, toujours avec bienveillance et dans le seul souci de contribuer à l'embellissement et au bien-être de notre village. Je sais que moi, tous les vendredis, elle passait me voir et elle me disait « Bernard, il faut faire ça, ta mère, elle te surveille là-haut. » Et je garderai, en plus de tous les autres souvenirs de ma jeunesse, cette image. Son regard attentif, sa gentillesse, sa disponibilité, son attachement sincère à notre collectivité laisseront un souvenir durable à celles et ceux qui l'ont connu. Au nom du conseil municipal et de l'ensemble de la commune, j'adresse à sa famille et à ses proches nos pensées les plus sincères. Je vous propose donc maintenant d'observer une minute de silence en sa mémoire. Je souhaite aussi attirer votre attention sur la prochaine constitution de la commission de contrôle des listes électorales
qui doit être installé à la suite du renouvellement du conseil municipal pour une durée de 6 ans, conformément aux dispositions du code électoral. Cette commission a pour mission de veiller à la régularité des listes électorales de notre commune dans les communes avec une strate comme la nôtre. Elle est composée de 5 conseillers municipaux, 3 représentants de la majorité municipale et 2 représentants de l'opposition. Un courrier accompagné d'un coupon réponse a été déposé sur chacune de vos tables. Les conseillers qui souhaitent participer aux travaux de cette commission sont invités à compléter ce document et à le remettre soit à l'issue de la présente séance, soit au cabinet du maire avant le 15 juin prochain. Les candidatures recueillies permettront d'établir la liste qui sera transmise à Monsieur le Préfet. Je remercie par avance celles et ceux qui accepteront de s'engager dans cette mission importante au service de la démocratie locale. Mon dernier communiqué concerne les travaux de la place François-Bernard. Comme vous avez pu le constater, les travaux de rénovation du réseau d'eau et d'assainissement sont en cours sur la place François-Bernard. La première phase s'achèvera le 18 juin, afin que chacun puisse profiter pleinement des animations et concerts qui sont programmés dans le cadre des cuers estivales. À partir de septembre, débuteront des travaux de réaménagement de la place, revêtement, mobilier urbain, éclairage et mise en valeur des espaces. Leur achèvement est prévu fin novembre, sous réserve des conditions météorologiques, bien sûr. Enfin, dans le cadre de cette requalification, la rue située devant l'église sera fermée à la circulation. L'accès à la rue Benjamin Flotte se fera désormais par la rue Louis Gérard, dont le sens de circulation sera modifié. Ces aménagements permettront de redonner à ce secteur toute sa convivialité et son attractivité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour cette minute de silence pour Madame Guess. Et maintenant, nous allons reprendre le travail. L'approbation du procès-verbal de la dernière séance. Y a-t-il des observations? Monsieur Crété. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, je vous demande de rectifier dans ce procès-verbal la restitution de la coupure de micro lors de la séquence sur l'APCP parking. Vous avez fait inscrire dans ce procès-verbal, Monsieur le maire considère les propos de Monsieur Crété comme outrageants et l'interrompt en lui coupant le micro. Dois-je rappeler que le procès-verbal doit relater fidèlement les débats du Conseil? En l'occurrence, vous m'avez averti, vous allez épuiser votre temps de parole, puis vous vous êtes adressé à votre régisseur en lui disant « tu coupes parce que c'est trop long ». Et le micro a été coupé. Devrait donc figurer au procès-verbal la phrase suivante « Monsieur le maire considère trop longue l'intervention de Monsieur Crété et l'interrompt en lui coupant le micro ». Durant ce débat, vous n'avez pas argumenté sur le supposé aspect outrageant des propos, donc cet argument n'a rien à faire dans le procès-verbal. Merci de confirmer que vous allez en prendre en compte ces propos. Merci. Merci, Monsieur Crété. Ces propos ne seront pas changés puisque le conseil municipal est filmé et nous faisons les comptes rendus par rapport au film du conseil municipal. Donc, le procès-verbal restera tel qu'il a été écrit. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. L'ordre du jour, il a été reçu par tout le monde. Les décisions de Monsieur le maire, Frédéric. Les décisions du maire. Numéro 2026-22. Demande d'aide financière au département du Var dans le cadre de l'achat d'équipements vestimentaires pour le CCFF. Décision 2026-23. Demande d'aide financière au département du Var au titre du dispositif aide aux communes dans le cadre de la réfection de la voirie chemin de la Glavine à Cuers. Décision 2026-24. Autorisation de signature d'une convention de mise à disposition de la Maison des Seniors.
Décision 2026-25, autorisation de signature de convention de mise à disposition de la salle de la Maison des Seniors. Décision 2026-26, portant défense des intérêts de la commune. Décision 2026-27, ajustement de provisions pour risques et charges, requête 2601 490 PCIP 1R. Décision 2026-28, ajustement d'une provision pour risques et charges, refus 2601 210, refus PC. Décision 2026-29, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 2600807, PC SNC Clovad. Décision 2026-30, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 2600897, radiotéléphonie. Décision 2026-31, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 2600693, PLU. Décision 2026-32, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 2601 457, titre 126. Décision 2026-33, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 2600811, PC SNC Clovad. Décision 2026-34, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 2600 491, PC SNC Clovad. Décision 2026-35, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 25 05 132, agent territorial. Décision 2026-36, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 26 01 455, titre 125. Décision 2026-37, constitution d'une provision pour risques et charges, requête 26 00 696, PC SNC Clovad. Décision 2026-38, demande d'aide financière au département du Var au titre du dispositif Fonds d'initiative cantonale dans le cadre de la pose d'ombrière au square des Lutins. Décision 2026-39, liste des marchés passés au titre de la période du 24 mars 2026 au 21 mai 2026. Merci Frédéric. Madame Bénédicte Leroy, création des commissions municipales permanentes. Bonsoir. Pour le bon fonctionnement du conseil municipal, il convient de créer des commissions permanentes chargées d'examiner les affaires soumises à l'Assemblée. La présente délibération consiste à proposer au conseil de créer 3 commissions municipales permanentes afin de mieux préparer l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil. Il est donc proposé au conseil municipal de créer les commissions municipales permanentes comme suit. Commission numéro 1, administration générale, ressources humaines, communication. Commission numéro 2, finances, proximité, sécurité, famille, loisirs. Commission numéro 3, développement et aménagement du territoire, travaux. De fixer à 6 le nombre des membres de chaque commission, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Oui, une explication de vote, Monsieur le maire. J'ai déjà pu vous en parler. Bon, évidemment, sur le point numéro 2, on votera pour parce qu'on a proposé une liste commune avec vous. Je regrette et je veux renouveler mon souhait de regretter la diminution du nombre de conseillers, quand bien même il sera marqué dans le règlement intérieur que tout conseiller municipal peut siéger en tant qu'auditeur libre. Je crois que c'est la formule. On passe de 9 à 6. Voilà, juste sur ce point technique, on s'abstiendra parce qu'on trouve toujours regrettable de diminuer le nombre. Mais ce qui n'empêche qu'au deuxième, on votera pour puisqu'on a fait liste ensemble pour faciliter les opérations de vote. Je tenais juste à ce que ce soit marqué dans le procès verbal. Merci. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Allez. Madame Leroy, désignation des membres pour la commission municipale permanente. Donc, comme l'a dit Monsieur Chable, là-dessus, on a un vote. Donc, je demande à l'Assemblée que ce vote se fasse à main levée. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Je vous laisse la parole. Suite à la création des commissions, il convient désormais d'en désigner les membres afin qu'elles puissent effectivement fonctionner. Sont proposés en tant que membres de la commission numéro 1, administration générale, ressources humaines, communication. Madame Breda Frédéric, Madame Samazan Léa, Monsieur Landa Jean-Claude,
Madame Luciani Yolande, Monsieur Goncalves Florian, Monsieur Caneparo Francis. Allez, on va voter cette commission qui est pour unanimité. Je vous en remercie. Sont proposés en tant que membres de la commission numéro 2, Finances, Proximité, Sécurité, Famille, Loisirs. Monsieur Delvalle-Philippe, Madame Gauthier-Denise, Madame Leroy-Bénédicte, Monsieur Lupi-Robert, Monsieur Olivier-Christophe, Madame Legon-Chloé. Qui est pour unanimité. Sont proposés en tant que membres de la commission numéro 3, Développement et Aménagement du Territoire, Travaux, Monsieur Domas Robert, Monsieur Cobb Philippe, Monsieur Donati Bruno, Madame Bruno Laetitia, Monsieur Lupi Robert, Monsieur Crété Christophe. Qui est pour unanimité. Merci. Madame Luciani, approbation du règlement intérieur du Code. Bonsoir. À la suite du renouvellement du conseil municipal, son règlement intérieur doit être adopté dans les 6 mois qui suivent l'élection. Son existence est obligatoire. Le règlement intérieur du conseil municipal fixe les conditions de fonctionnement de l'Assemblée et précise un certain nombre de règles obligatoires, notamment en matière de débat, d'orientation budgétaire, de consultation des projets de contrats et marchés, de questions orales et de droit d'expression des élus d'opposition. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du conseil municipal 6 annexé, d'autoriser monsieur le maire à signer le règlement intérieur, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Oui, merci monsieur le maire. Alors, exceptionnellement, parce que on votera contre ce règlement intérieur. En soi, il est à 97% identique à celui voté en 2020. Mais la différence sur les 3% et surtout ce qui s'est passé il y a 40 minutes nous conforte pour voter contre. Bon, évidemment, on y trouve plusieurs choses qu'on peut regretter, mais qui vous appartiennent. Je pense l'article 1, on change le lieu officiel du conseil municipal pour que cela devienne désormais le pôle culturel. Moi, j'ai toujours dit, et je dirais toujours, que le vrai lieu d'un conseil municipal, c'est au sein de sa salle du conseil municipal historique, qui n'empêche en rien la tenue. Soit, ça, à la limite, c'est pas très... c'est pas rébarbatif pour nous, si ce n'est que les symboles, c'est pas une obligation, mais ça joue quand même sur l'identification d'une salle du conseil. Les symboles de la République qui étaient présents lors du dernier conseil municipal ont de nouveau disparu. Donc si on pouvait quand même... Il n'y a pas d'obligation légale, mais ça joue quand même pour nous permettre d'identifier une salle de conseil. La dernière fois, c'était très bien, vous aviez mis la Marianne, un drapeau français, on pouvait... voilà. Donc bon... L'article 26 sur le droit d'amendement, vous le mettez en conformité. Effectivement, vous transcrivez le CGCT qui dit qu'effectivement on a un droit d'amendement, vous donnez 48 heures. Sur les questions orales, nous sommes mi-figue, mi-raisin, et c'est principalement pour ça que nous voterons contre, puisqu'effectivement on passe de 5 jours à 2 jours. Effectivement, là aussi on se met en conformité quelque part avec le CGCT, mais on limite de manière inexpliquée à 4 questions orales par séance. Il ne me semble pas, durant 6 ans, que nous avons usé et abusé de ces questions orales. Donc on peut s'interroger sur cette volonté de limiter à 4 questions orales. De quoi peut-on avoir peur? Et une limitation du temps de parole à 30 minutes. Ce qui veut dire que si on... faut toujours pousser le curseur un peu dans l'exagération, mais... si on fait une question d'1 minute et que vous mettez 15 minutes à chaque fois pour nous répondre, que devient ces 30 minutes de temps de parole? Je trouve que c'est inutile de limiter à 4 questions orales par séance, de l'inscrire dans le règlement intérieur et surtout de limiter à 30 minutes. Mais là où je rebondis, et j'aurais aimé du coup qu'on mette la nuance sur l'article 17, vous dites effectivement, je vais résumer, mais concernant les enregistrements audiovisuels qui ne doivent en aucun cas porter atteinte au droit à l'image
des agents présents. Je suis d'accord, c'est répété dans le Code civil dans l'article 9, je crois. Le RGPD aussi, peut-être le 9, je confonds. Dans tous les cas, sur ce droit à l'image, c'est le 2121-16 du CGCT, mais qui n'est pas absolu en soi et qui concerne effectivement des cas bien précis. Et on aurait gagné à préciser ce que l'on appelle l'atteinte au droit à l'image, hein, qui, je rappelle, n'est caractérisée qu'en cas d'identification possible. Et ça, c'est la Cour de cassation qui l'a rappelé dans, j'ai oublié de noter, je crois que c'est sa première chambre civile, le 21 mars 2006. Et effectivement, dès lors que l'on s'en tient à la retransmission de plans larges, sans identification possible, c'est d'accord. Un ensemble de personnes, 10, 15, sur un plan large, on ne peut pas demander à quelqu'un, comme vous avez fait, d'interrompre la captation et de le menacer de le sortir de la salle. Ça, ce n'est pas possible. C'est uniquement, et ça, là, c'est clairement marqué dans l'arrêt de la Cour de cassation, quand, par exemple, vous avez sur une scène, dans un plan strict, le maire et à côté un agent, la plupart du temps, sont des GS. Et qu'on peut clairement affirmer, voilà, le maire et le DGS, dans un cadre d'un plan large. Et moi, j'avais mis une alerte, une petite crainte, pour justifier cette chose que je voulais rajouter, qui est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on aurait gagné à préciser ce qu'on appelle atteinte à droit à l'image dans ce règlement intérieur, pour justement éviter les situations où le maire décide un peu de manière brutale de demander l'arrêt de l'enregistrement et de sortir quelqu'un. Donc ces choses-là sont encadrées et sont communément admises et rappelées. Donc pour toutes ces raisons, pour ce règlement intérieur, en tout cas, nous voterons contre. Allez, y a-t-il d'autres questions? Juste pour répondre à ce qui s'est passé au conseil précédent, cette personne qui filme et qui est encore en train de filmer, elle n'a pas les autorisations des personnes qui ont été filmées. Allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Monsieur Garcia, autorisation de signature de la convention de prêt à usage de garage à l'association AVAT. J'ai encore un retour dans le micro. Bonsoir à tous. À la suite de la sollicitation par l'association AVAT, donc l'ex-Essor, pour la mise à disposition de 3 garages situés au chemin des Guinguettes, il est nécessaire d'encadrer cette mise à disposition par une convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Il s'agit d'une convention de prêt à usage au bénéfice de l'association AVAT, afin de mettre à disposition, à titre gracieux, 3 garages situés chemin des Guinguettes. Cette mise à disposition, justifiée par l'intérêt général des actions conduites par l'association, permettra le stockage de matériel pour le foyer d'hébergement Les Orangers. La convention sera conclue pour une durée de 1 an, renouvelable dans la limite de 3 ans. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de prêt à usage concernant des garages situés chemin des Guinguettes, que vous avez reçu en copie, avec l'association AVAT. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Monsieur Garcia, autorisation de signature de la convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social sur Carqueiranne et Hyères. C'est toujours la même délib qu'on passe souvent. Je vous laisse la parole. La commune doit autoriser formellement la signature d'un avenant à une convention déjà approuvée afin de prendre en compte un changement de co-contractant lié à la fusion-absorption de l'association initialement employeur de l'intervenant social. Il s'agit de la signature d'un avenant à la convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social intervenant sur la circonscription de police de Hyères-Carqueiranne et la compagnie de gendarmerie de Hyères. Cet avenant est rendu nécessaire par un changement d'employeur de l'intervenant social. À compter du 1er janvier 2026, l'association En Chemin se substitue à l'association AAVIV à la suite d'une fusion-absorption. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention triennale de partenariat relative à la mise à disposition et au financement d'un intervenant social sur la circonscription de police de Hyères-Carqueiranne et la compagnie de gendarmerie de Hyères. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget communal. Merci. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Possibilité d'auto-assurance de la collectivité en cas de sinistre. Modification du seuil. Donc, la dernière fois, on avait passé une délibération là-dessus. On avait un seuil à 1 000 €. Ce seuil, il passe à 2 000 €. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Désignation d'un représentant au sein des assemblées de Var Aménagement Développement. À la suite du renouvellement général du conseil municipal, il convient de désigner un représentant de la commune de Cuers au sein des organes de la société d'économie mixte Var Aménagement Développement, dans laquelle elle siège en qualité d'actionnaire. La commune de Cuers détient une action au capital de cette dite société. À ce titre, elle doit être représentée au sein de l'Assemblée. Donc, ça sera moi-même qui sera représentant de la commune pour siéger. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est contre? J'ai refait, j'ai pas pris dans le bon ordre. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Madame Bénédicte Leroy, désignation des représentants pour le conseil d'administration du collège La Ferrage. À la suite du renouvellement général du conseil municipal, il convient de désigner le représentant de la commune de Cuers au sein du conseil d'administration. Le conseil municipal est appelé à désigner 2 représentants, un titulaire et un suppléant, pour intégrer le conseil d'administration du collège La Ferrage. Il est proposé au conseil municipal de présenter les membres du conseil d'administration du collège La Ferrage. Monsieur Bernard Moutet, titulaire, Madame Bénédicte Leroy, suppléante. De donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? J'ai pas suivi. Qui s'abstient? Voilà. Qui est contre? Qui est pour? Monsieur Domas, autorisation de signature de la convention de prêt à usage d'une emprise foncière avec l'association Humann. L'association Humann, c'est à... C'est l'extra d'API. L'association Humann, qui gère un foyer de vie lié à la maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés sur le site de la Pouverine, a sollicité la commune pour disposer d'une partie de la parcelle communale cadastrée section C 2767, située à proximité immédiate de ces installations. Cette mise à disposition a pour objet la création et l'entretien d'un espace paysager planté d'oliviers, support d'activité conviviale pour les résidents. Compte tenu de l'intérêt général attaché aux actions menées par l'association, il est proposé de conclure une convention de prêt à usage à titre gracieux. La convention est consentie pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir excéder 3 ans. Il est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention ci annexée de prêt à usage concernant une partie de la parcelle communale cadastrée C 2767, conformément au plan annexé avec l'association Humann, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci, Monsieur Domas. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Oui, bien évidemment, on votera pour. Et on se félicite que 6 ans après, bon, c'est pas du bon côté et c'est pas du bon côté de ce que vous annonciez, mais on peut se féliciter que 6 ans après, on ait enfin quelque chose qui se passe à la Pouverine, qui était marqué dans le programme de 2020 où il devait y avoir un avenir pour ce site. C'était ironique pour ceux qui n'étaient pas là à cette époque-là. Donc on votera pour. C'est toujours bien de constituer un espace paysager à cet endroit-là qui est magnifique. On se pose juste la question maintenant de l'avenir du reste du site qui, je le rappelle, est à l'arrêt depuis 6 ans. Et on espère qu'un jour on aura enfin un projet un tant soit peu ambitieux là-bas. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient?
Qui est contre? Qui est pour? Merci. Madame Aurore Fauché, autorisation de signature de la convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis pour la prise en charge financière des frais de stérilisation. Bonsoir. Afin de lutter contre la prolifération des chats errants sur le territoire communal, il est proposé de conclure un partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis pour accompagner la commune dans la mise en œuvre d'une campagne de stérilisation et d'identification des chats libres. Il s'agit d'autoriser la signature pour l'année 2026 d'une convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis pour la prise en charge financière des frais de stérilisation et d'identification des chats libres de la commune. Cette convention concerne uniquement les chats libres sauvages âgés de plus de 6 mois destinés à être relâchés sur le lieu de trapage après leur stérilisation et leur identification. Elle n'est pas applicable aux chats sociables, adoptables ou aux chats et chatons pouvant être sociabilisés qui relèvent d'un autre mode de prise en charge, à savoir une convention tripartite entre la commune, une association locale et une clinique vétérinaire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis pour la prise en charge financière des frais de stérilisation et d'identification des chats libres de la commune, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document pour rendre effective cette délibération. Bien. Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, merci. Madame Léa Samazan, autorisation de signature de la convention passée avec l'Office national des forêts pour les obligations légales de débroussaillement. Bonjour à tous. Alors, cette délibération autorise la signature d'une convention avec l'Office national des forêts pour contrôler les obligations légales de débroussaillement sur la commune de Cuers. Elle vise à renforcer la prévention des incendies de forêt en assurant le contrôle des propriétaires sur le respect de ces obligations. La commune prévoit 2 journées de contrôle par l'ONF au coût total de 1 764 €. La convention formalise les missions d'information, de sensibilisation et de contrôle menées par l'ONF pour la sécurité des personnes et des biens. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pour le contrôle des obligations légales de débroussaillement sur la commune de Cuers, annexée à la présente délibération, et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute décision et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Je tiens à rajouter aussi, par rapport aux obligations légales de débroussaillement, que le CCFF de Cuers nous aide beaucoup là-dessus avec ses patrouilles. Et bien sûr, ils tournent avec l'ONF, ils se rendent chez les particuliers, leur expliquent, etc. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Madame Samazan, autorisation de signature de l'avenant numéro 2 de la promesse de bail amphithéotique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc photovoltaïque. Alors, la présente délibération porte sur l'approbation d'un avenant numéro 2 à la promesse de bail amphithéotique. Donc, pour rappel, amphithéotique, c'est un bail de longue durée où le locataire a des droits proches de celui du propriétaire. Conclu avec EDF, devenu EDF Power Solutions France, dans le cadre du projet du centre photovoltaïque au sol. Cet avenant vise à adapter certaines stipulations financières du futur bail, notamment le montant du loyer fixe et la part variable indexée sur le chiffre d'affaires, afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques et des paramètres issus des appels d'offres de la CRE. Dans la continuité de la délibération du 28 avril 2022, de l'avenant numéro 1 signé le 8 janvier 2025 et de la prorogation de la promesse jusqu'au 20 mai 2027 notifié à la commune, cet avenant permet d'actualiser le cadre contractuel sans remettre en cause les autres stipulations déjà approuvées. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 à la promesse de bail amphithéotique délibéré le 28 avril 2022 avec la société EDF Power Solutions France, tel qu'annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'avenant numéro 2 et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute décision et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Oui, on va essayer d'être rapide sur ce dossier. Je ne reviendrai pas sur le
le gâchis que constitue cette décision, sur le gâchis et le mensonge de ce théâtre de verdure vendu avec ce projet au début, sur le mensonge de cette maison des artistes disparue depuis 4 ans, sur la pauvreté des arguments invoqués, c'est de l'énergie verte. Bon, dans un pays produisant 95% de son énergie de manière décarbonée, je ne vois pas l'intérêt et la pertinence de l'argument. Sur l'opposition entre quelle énergie est pilotable et quelle énergie est intermittente, laquelle sert et laquelle ne sert pas. Sur le côté pompe à subvention, parce que ça ramène de l'argent à la commune, mais ça coûte collectivement, chacun dans votre facture d'électricité, à hauteur de 20%, qui sont dans une petite ligne dédiée justement à la subvention des énergies renouvelables. Bref, pour nous, ce sera toujours contre. Par contre, j'ai un petit point, et je vous demanderai véritablement, là, monsieur le maire, de surseoir à cette délibération et de vérifier. On a un conseil le 18 juin, vérifier 2 points. Parce que, entendons-nous bien, pour que les gens comprennent, on parle d'un bail emphytéotique, merci d'avoir rappelé la définition, qui s'inscrit par période. Donc par période, c'est marqué dans le bail initial, dans les arguments, dans les définitions initiales, c'est des périodes de 10 ans. Et la 8e et la 9e période, c'est les 20 dernières années, dans 80 ans. Voilà. Donc la première question, c'est est-ce qu'on est bien sûr du contenu, est-ce que ce n'est pas toutes les périodes qui sont révisées, mais bien la 8e et la 9e, parce qu'il me semble que les décrets d'application de la PPE, enfin de la programmation pluriannuelle sur l'énergie numéro 3, était quasi immédiate, et donc je pense que peut-être l'équilibre financier était revu avant. Donc est-ce qu'on peut vérifier que ce soit que la 8e et la 9e période? Et enfin, un dernier point tout à fait technique, mais qui peut fragiliser la délibération et qui peut conduire à son rejet, c'est qu'il est clairement marqué dans le bail, effectivement, dans le projet, dans la promesse, excusez-moi, que le montant, la durée est de 99 ans et qu'il n'y a aucune manière d'aller au-delà. La première est de 22 ans. Donc, ça nous amène à 102 ou 103 ans. Donc, en fait, on a une délibération qui contrevient à sa propre promesse de bail. Donc, est-ce qu'on ne peut pas vérifier ces 2 points assez techniques, parce que je m'interroge sur le contenu de cette délibération. Et est-ce qu'on ne peut pas attendre, on est le 5, est-ce qu'on ne peut pas attendre le 18 pour avoir la vraie réponse? Moi, je dis que cette délibération, en soi, sur la 9e période, il n'y a pas spécifié qu'effectivement, elle a une durée plus courte que les autres, et elle va au-delà. Alors, certains me disent, oui, c'est dans 80 ans. De vous à moi, dans 20 ans, il n'y a plus de... au rythme de la dégradation de nos comptes publics et de la folie de ces énergies renouvelables, dans 20 ans, il n'y a plus de recettes pour les parcs photovoltaïques, pour les subventions, donc il n'y aura plus de parcs. Néanmoins, on se doit quand même d'avoir une promesse de bail qui soit cohérente. Donc est-ce qu'on ne peut pas vérifier ce point technique et reporter ce dossier le 18 juin? Merci à vous. Mais on votera contre quand même. Sauf si vous retirez, monsieur le maire, pardon. Concernant le début de vos propos, il n'y a aucun mensonge de notre part, puisque nous attendions que ce parc photovoltaïque soit terminé pour pouvoir faire le théâtre de verdure, etc. Donc, il n'y a aucun mensonge de notre part. Par contre, vous, pendant la campagne, des mensonges, vous en avez écrit. Hein. Voilà. Donc, et concernant la délibération, elle a été checkée par nos services et par notre service juridique. Je ferai vérifier si vous le voulez, mais je n'enlèverai pas la délibération ce soir et on la votera. D'autres questions? Allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Monsieur Copp, autorisation d'adhésion au CEREMA. Il est où, monsieur Copp? Le CEREMA est un établissement public de référence qui accompagne les collectivités sur des sujets clés comme l'aménagement, les mobilités ou la transition écologique. L'adhésion permet à la commune d'accéder plus facilement à son expertise dans un cadre simplifié et avantageux. Dans un contexte où QERS mène des projets structurants, notamment autour de l'adaptation au changement climatique, autour de la démarche ville basse température l'été, cette adhésion constitue une opportunité pour sécuriser nos projets et renforcer notre capacité d'ingénierie pour un coût annuel de 670,45 €. Je propose de solliciter l'adhésion de la ville de QERS auprès du CEREMA.
pour une période initiale courant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, puis renouvelable annuellement par tacite reconduction pour 4 années, de régler chaque année la contribution annuelle due. La dépense correspondante au règlement de la cotisation annuelle sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l'année concernée, de prévoir le règlement de la cotisation annuelle fixé pour l'année 2026 à 670,45 €, imputé au budget communal, de désigner Bernard Moutet, maire, en qualité de représentant de la commune au sein du CERAMA au titre de cette adhésion, d'approuver les conditions générales d'adhésion au CERAMA 6 juin, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette délibération. Merci, monsieur Kopp. Des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Comme on parle de ville basse température là-dessus. Nous étions encore en ligne avec Le Figaro qui veut faire un article là-dessus. Allez, au moins ça c'est dit. Monsieur le maire, composition du collège des élus au comité social territorial 2026. Information de l'ensemble délibérante. Le mandat des représentants élus au comité social territorial a pris fin en même temps que leur mandat électif et monsieur le maire a procédé à leur remplacement. L'autorité investie du pouvoir de nomination a donc procédé à la désignation des représentants de la collectivité au comité social territorial qui s'organise ainsi. Les membres titulaires sont Bernard Moutet, Bénédicte Leroy et Laetitia Bruno, et les membres suppléants sont Wozniak Frédéric, Delcamp Raymond, et Noël Régine. Donc, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la composition du comité social territorial pour l'année 2026. Donc, je vous demande de prendre acte. Pas de questions? Allez. Autorisation, alors contractuelle, autorisation de recrutement des emplois temporaires suite à un accroissement saisonnier des activités. C'est toujours la même délib comme chaque année. On embauche des saisonniers au mois de juillet, août et septembre. Il est constaté que chaque année, sur un surcroît ponctuel d'activité au sein des services techniques, pour la période du mois de juillet au mois d'octobre, notamment pour les activités fêtes et cérémonies estivales, et dès septembre pour le démarrage de la campagne des illuminations de Noël. Je les ai choisis hier après-midi dans le bureau. Afin d'assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est nécessaire de procéder au recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité selon les contingents suivants. Il est nécessaire de recruter pour 2026 2 agents en juillet, 2 agents au mois d'août, 2 agents en août, agents à septembre, il y en a un, je crois, et un en octobre. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Reversement à un agent au titre d'une aide versée par le Fonds d'insertion des personnes handicapées. Donc, c'est toujours la même délib. J'expose à l'Assemblée que suite à l'avis du médecin de prévention, un agent de la collectivité a dû être équipé d'appareils auditifs. Et de ce fait, il faut qu'on lui reverse la somme de 1 700 €. Il est dit bien sûr que les crédits nécessaires sont écrits au chapitre 11 des charges à caractère général. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité, merci. Monsieur le maire, élection du président de séance pour l'examen du compte financier unique. Le compte financier unique est un document budgétaire qui remplace et fusionne le compte administratif tenu par l'ordonnateur, dont la collectivité, et le compte de gestion tenu par le comptable public. L'objectif de l'approbation du CFU est de contrôler, valider et rendre transparente la gestion financière de la commune, tout en garantissant un cadre impartial et juridiquement sécurisé. Lors de cette délibération,
Malheureusement, le maire ne peut pas présider ni participer au vote, logique de conflit d'intérêts, en application de l'article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales. Donc, en application de cet article, le maire ne peut pas présider ni participer au vote du compte financier. Donc, je vais donner la présidence à Madame Bénédicte Leroy, qui s'abstient, qui est contre. Non, vous vous abstenez. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc, Madame Leroy, je vous laisse la présidence, je vous donne le micro. Non, tu en as un? Ah, pardon. Allez. Approbation du compte financier unique 2025 de la ville, des services de l'eau et de l'assainissement. Pour la ville, le rapporteur sera M. Philippe Delvallée. Pour l'eau et l'assainissement, ce sera M. Philippe Kopp. M. Philippe Delvallée, à vous. Bien. Nous allons donc présenter ce cadre, ce compte financier unique. Donc, ce compte financier unique, comme ce vient d'être rappelé, il est nouveau puisqu'il fusionne le compte administratif et le compte de gestion. Dans ce contexte, vous allez avoir, comme d'habitude, beaucoup de chiffres qui vont vous être présentés. Alors là, vous ne les voyez pas, mais vous avez eu un document qui vous a été remis. Et on va surtout commencer par présenter l'ensemble des informations qui sont uniquement synthétisées ici dans la première partie du tableau. Donc, en ce qui concerne ce document, je vous rappelle simplement que ce compte financier unique termine un cycle annuel budgétaire et il retrace l'exécution budgétaire de l'année. Ce cadre juridique fait que les comptes financiers ont été précédés par le débat d'orientation budgétaire qui, pour mémoire, s'est tenu le 6 février 2025, le vote des budgets primitifs qui est intervenu le 6 mars 2025 et des décisions modificatives qui ont modifié les budgets primitifs les 25 juin, 25 septembre et 11 décembre de l'année précédente, c'est-à-dire 2025. Les comptes financiers uniques sont votés pour l'année civile. La date limite de vote est le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Donc nous avons jusqu'au 30 juin et c'est pourquoi nous présentons cette délibération aujourd'hui. Donc, il retrace ce compte financier unique, comme le retraçait d'ailleurs le compte administratif précédent, les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. Et cette structure comporte différentes parties. Alors, comme c'est habituel maintenant, vous le savez sans doute, pour tous ceux qui sont nouveaux, il y a une section de fonctionnement, une section d'investissement, et dans chaque section, il y a une colonne dépenses et une colonne recettes. Alors, je ne vais pas revenir sur les précisions concernant la section de fonctionnement ni la section d'investissement, mais si vous avez des questions, vous pourrez les poser à ce moment-là, tout à l'heure. Je rappellerai juste qu'en plus, il y a des opérations dites réelles. Ces opérations réelles se traduisent par soit des encaissements, soit des décaissements. Et vous avez ce qu'on appelle également des opérations d'ordre qui, elles, n'ont aucune conséquence en termes d'encaissement ou de décaissement, mais qui sont néanmoins des écritures indispensables à la sincérité des comptes. Alors, concernant la section de fonctionnement en dépenses, vous allez voir apparaître, comme on l'a fait pour le budget primitif, les différents comptes de la section de fonctionnement. Alors, vous voyez qu'elles sont par chapitre,
Le premier chapitre, c'est le chapitre 11, qui représente l'ensemble des charges à caractère général. Alors, il avait été ouvert des crédits à hauteur de 4 628 600 € et la réalisation effective, c'est-à-dire les dépenses qui ont réellement eu lieu au cours de l'exercice 2025, s'élève à 4 351 526,52 €. Vous voyez qu'on a affiché le pourcentage de réalisation à côté qui est à peu près de 94%. Pour le chapitre 11, c'est un bon taux de réalisation avec une rigueur. C'est-à-dire, évidemment, on essaye, quand c'est possible, de faire les économies. Et donc, effectivement, nous n'avons pas dépensé la totalité de ce qui était prévu, en tout cas ouvert. Pour les charges de personnel, le même raisonnement vous montre qu'on avait ouvert 8,4 millions de crédits et il a été dépensé 8,23 177,84. Ici aussi, un taux de réalisation très proche de la réalité, des 100%. Atténuation de produits. Les atténuations de produits représentent 660 000 € de crédits ouverts et la réalisation a été de 656 386,66. Ça représente essentiellement les pénalités pour le manque de logements sociaux sur la ville de Cuers. Ensuite, vous avez les autres charges de gestion courante qui sont de 1 60 100 en crédit ouvert et 957 380 de crédits effectivement réalisés. Vous avez les charges financières qui étaient prévues à 430 000 €. 407 729,68 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 94,82%. Je rappelle que les charges financières ne sont que les intérêts des emprunts. Il n'y a pas les remboursements des emprunts dedans qui sont en dépenses d'investissement. Enfin, vous avez quelques charges exceptionnelles que je ne commenterai pas parce qu'elles sont quasiment inexistantes. 10 000 € de crédit ouvert, 908 € de réalisés. Et enfin, vous avez des dotations aux provisions qui ont été exactement prévues et donc passées à 100%. Au total, les dépenses réelles étaient de 15 246 000 de crédits ouverts et il a été réalisé 14 454 409,13 € de crédit, soit un taux général de 94,81%. On peut donc dire, comme c'est noté en bas de la diapositive, que ces dépenses réalisées l'ont été avec une certaine rigueur. Alors maintenant, pour appréhender aussi dans la continuité des débats qui ont lieu au conseil municipal, vous avez ici un rappel des montants des années précédentes. Donc nous sommes de CA à CA. Alors comme ça s'appelle maintenant le compte financier unique, mais bon, en fait c'est l'équivalent du compte administratif. Donc les charges à caractère général, vous voyez, elles ont augmenté de 7,06%. Voilà. Celles de personnel, elles ont augmenté de 4,89%. Et les charges de gestion courante ont, quant à elles, légèrement diminué de 2,94%. Enfin, les charges financières sont passées de 360 000 à 408 000, soit une augmentation de 13,33%. Alors pourquoi? Parce qu'en 2024, il y a eu un emprunt de 3 750 000 qui a été contracté dans le cadre du financement des investissements Jean Jaurès. Donc ça se traduit par rapport à l'année 2025 par une certaine augmentation des charges financières. Alors, dans les postes qui ont été qui ont un peu changé dans les charges à caractère général, on peut noter certains postes en baisse, notamment les études et recherches qui ont baissé de 85,63%. Par contre, l'eau et les assainissements ont augmenté de 33,35%. Les fournitures de petits équipements, etc., ont augmenté de 10,76%. Les contrats de prestation de services, notamment dans lesquels
figurent la délégation de services publics de l'Aude-et-Loire et le financement, enfin la prestation de services de Garrigues pour la cantine, ont augmenté de 6,91%. Bon, il y a eu d'autres dépenses que je ne vais pas toutes citer. Si vous le souhaitez, on pourra le préciser. En ce qui concerne maintenant les autres, au chapitre 65, des autres charges de gestion courante. On constate une diminution de 2,93%. Cette diminution est liée essentiellement à la subvention versée au Centre communal d'action sociale en 2025, qui a été à hauteur de 520 000 €. Donc, en regard des résultats excédentaires précédents, on a réduit la subvention qui était versée au Centre communal d'action sociale de 80 000 €. Cette diminution a été limitée par l'augmentation, malgré tout, des droits d'utilisation informatique de 45 000 €. En ce qui concerne les charges de personnel, on note une augmentation de 4,89%. Et je vais le dire comme d'habitude, cette augmentation est essentiellement liée à ce qu'il est convenu d'appeler le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire le fait que les agents voient leur rémunération augmenter en fonction du déroulement de leur carrière. Il peut y avoir aussi des remplacements de postes par des personnes plus qualifiées, on va dire. Et donc, cela a déjà été expliqué, c'est ça qui explique essentiellement la hausse du chapitre 012. Alors, concernant les effectifs, puisqu'on vient de parler des charges de personnel, vous voyez que ces effectifs, vous voyez, on est remonté assez loin dans le temps, puisque vous avez à gauche du graphique l'année 2013. À l'époque, il y avait 201 personnes en effectif total titulaires et non titulaires. Et aujourd'hui, et vous voyez que c'est stable depuis plusieurs années, quand la majorité actuelle a pris les responsabilités, donc en 2020, il y avait 198 agents. Aujourd'hui, on est à 185. Malgré tout, vous pouvez constater que depuis 2020, on est passé de 6 511 000 de charges de personnel à 8 023 000. Et je viens d'expliquer la raison de cela. Entre autres, c'est le glissement vieillesse-technicité. Et vous avez aussi, évidemment, les revalorisations salariales qui sont décrétées, notamment dans les périodes d'inflation et la politique du gouvernement en matière de revalorisation salariale. Donc, nous pouvons aborder maintenant la section de fonctionnement dans son volet recettes. Alors, vous voyez, ça vient d'apparaître. Alors, nous avons en premier chapitre, le chapitre 13, des atténuations de charges. Donc maintenant, nous sommes sur les recettes. Donc les crédits ouverts étaient de 110 000 € pour les atténuations de charges. Elles ont été réalisées à 107 810 €. Il s'agit notamment de personnel qui est par exemple en délégation syndicale, donc on ne paye pas sa rémunération totale, ou les personnels qui sont en maladie. Ensuite, vous avez des produits de service, c'est-à-dire les principaux domaines où la collectivité facture des prestations de services. On est passé de 417 365 € de crédits ouverts à une réalisation de 454 000, soit, vous le voyez cette fois, une augmentation plus importante que ce qui était prévu, puisqu'on est à 108,89 %. Les remboursements, subventions, participations étaient prévus à 14 710 000 et on est à 14 341 377, soit un peu plus que prévu. Les dotations, alors ça c'est, excusez-moi, il y a marqué remboursement, etc., mais c'est essentiellement les recettes des impôts. Dotations et participations, ça c'est l'autre volet des recettes.
1 150 619 était prévu en crédit ouvert en 2025 et on a eu une réalisation de 1 527 313, soit un peu plus, nettement plus même que prévu, puisqu'on atteint 132,74%. Vous avez les autres produits de gestion courante qui étaient prévus à 927 000 et qui ont été effectivement réalisés à 1 85 314 417. Dans ces autres produits de gestion courante, nous avons notamment des loyers, la redevance du crématorium et la redevance pour restauration scolaire, c'est-à-dire la part qui reste à la charge des familles. Les produits financiers, ils étaient prévus à 108 739,4, ils sont passés à 120 528,20 en raison d'une bonne gestion des excédents de trésorerie que l'on place au lieu de ne pas les laisser sur un compte qui ne rapporte rien. Enfin, vous avez des produits spécifiques pour 17 340 € qui sont des charges un peu de nature très exceptionnelle et une reprise sur provision de 384 € qui n'est pas nécessaire de commenter. Donc de CA à CA, vous avez, en ce qui concerne les produits de service, vous voyez qu'ils sont à peu près stables chaque année. Là, ils sont en légère diminution. Les impôts et taxes sont passés de 13 333 000 à 14 341 000, soit une hausse de 7,56%. Pour l'essentiel, comme on le rappelle souvent, puisqu'il n'y a pas d'augmentation des taux des impôts, ce sont les bases qui sont dynamiques, et notamment s'il y a des nouveaux habitants propriétaires avec des constructions nouvelles, ça fait une augmentation. Vous avez également les dotations et participations qui, vous voyez, sont stables globalement, et les autres produits de gestion qui sont en baisse significative. En plus, les produits financiers cette année, à noter, mais bon, ça sera pas forcément le cas tous les ans. Concernant maintenant la partie section, alors la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement donne un excédent qu'on appelle résultat. Et maintenant, on va aborder la question des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement. Donc, on commence par les dépenses d'investissement. Donc, dans ces dépenses d'investissement, il y a un certain nombre de postes, dont les emprunts. Les emprunts et dettes assimilés, je vous rappelle que ce sont les remboursements d'emprunts. Lorsque la commune s'endette, elle doit évidemment rembourser de manière échelonnée les emprunts. Donc là, on avait ouvert pour 1 170 000 de crédits en début d'année et on a dépensé effectivement 1 168 593. Bon, le taux de réalisation est très proche de 100% puisqu'on connaît évidemment le montant des remboursements qui vont avoir lieu au cours de l'année. En ce qui concerne les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire toutes les études, etc., nous avons eu 176 289 de réalisations et de restants à réaliser contre 980 000 qui étaient prévus, ce qui constitue un taux de réalisation là beaucoup moins important que d'habitude, mais c'est normal, hein, il peut y avoir des reports d'études, etc. Les subventions d'équipement versées ont été également beaucoup moins importantes que prévues, 5 236 au lieu de 155 000. En ce qui concerne les immobilisations corporelles, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux gros travaux en matière d'équipement immobilier, de routes et autres, on en a eu pour 2 480 000 contre 4 678 925 qui étaient prévus, soit un taux de réalisation de 53%. Enfin, les immobilisations en cours, qui sont le fait que des travaux qui ont été entrepris sur des bâtiments et autres viennent effectivement à échéance, eh bien, là aussi, il y a une diminution importante puisqu'on passe de 1 137 976 par rapport à 2 933 771 qui était prévu.
Au total, les opérations d'équipement en APCP ont également été, par contre, beaucoup mieux prévues. Comme vous le voyez, on est à 91-80% de réalisation, soit 2 889 000 de réalisés par rapport à 3 147 000 qui étaient prévus. Voilà. Au total, donc, les dépenses réelles d'investissement qui étaient prévues à 13 114 000, ou 115 000, on pourrait arrondir, hein, ont été réalisées à hauteur de 7 899 000, soit un taux de réalisation global de 60,23%. Bon, là, vous avez de nouveau un histogramme qui vous remonte la comparaison de l'année précédente avec l'année 2025. Vous voyez, hein, c'est essentiellement, évidemment, ce qui est à noter, la baisse des opérations d'équipement APCP, mais liée au fait qu'en 2024, il y avait l'opération de Jean Jaurès. Donc c'est normal qu'on ait une baisse très très importante en 2025. Je pense que vous ne l'avez pas ici, mais moi, on m'a donné la liste des principales dépenses d'investissement. Alors, je ne vais pas vous mettre tout le détail, hein, parce que ça serait long. Bon, je peux vous donner quelques exemples. En matière informatique, il y a eu la refonte de l'infrastructure du serveur. Il y a eu des travaux sur l'entrée de ville et des travaux de confortement de Sainte-Christine. Il y a eu des travaux d'aménagement des écoles, des travaux d'aménagement du jardin Fournier, notamment la plantation d'arbres et de voiles, des travaux de mise en sécurité de la route Saint-Jean-Confort, etc. Les travaux de rénovation de la cuisine centrale se poursuivent. Il y a eu l'achèvement de certains travaux du complexe sportif Roquefort, etc. En recettes de la section d'investissement, parce que pour financer ces dépenses, il faut évidemment des recettes. On trouve 970 665 € de réalisation et de reste à réaliser, pardon, par rapport à 828 000 de crédits ouverts, soit un taux de réalisation favorable pour nous, puisque dans ce cas-là, il vaut mieux que ça soit supérieur, de 117,23. En ce qui concerne les subventions d'investissement, elles restent à un niveau élevé et elles augmentent même, puisqu'elles sont de 4 679 000 par rapport à ce qui avait été prévu de 4 373 000 quasiment. Les immobilisations corporelles, vous voyez, ont été prévues parfaitement à ce niveau-là. Et les travaux effectués d'office pour des problèmes de mise en péril, etc., ont été réalisés à hauteur de 41 588,24. En comparant de recettes réelles de CA à CA, vous voyez qu'il y a évidemment une baisse des subventions, bon, qui est liée au fait que ces subventions sont allouées à certains projets. Et en 2024, on avait eu le projet de l'école Jean Jaurès. Alors, nous avons, dans les dotations et fonds divers, 970 000 €, dont alors, une récupération de la TVA sur les investissements de 728 000. Et à noter aussi que la taxe d'aménagement représente 242 000. Dans les subventions qui ont été allouées à hauteur de 4 679 000, il y a notamment 1 585 pour l'école Jean Jaurès, 278 000 pour le complexe sportif, il y a eu 207 000 pour les produits des amendes de police, 200 000 pour la performance énergétique des bâtiments, et je ne vais pas vous citer tous les autres exemples, mais qui ont été également importants. Il existe également un montant de 1 903 000 en reste à réaliser, donc on trouve là-dedans notamment 683 000 pour l'école Jean Jaurès, 466 000 pour le complexe sportif, 129 000 pour l'Oustao Pertuti, 290 000 pour la performance énergétique, 202 000 pour la restructuration de la cuisine centrale et 120 000 enfin pour les voiries Amic, Péri, pistes cyclables. Pour terminer, on peut faire un petit focus sur la dette du budget communal et de ses annexes. Alors,
Je ne sais pas si sais pas si ce document va être projeté. Oui, voilà. Concernant la dette, je vous l'ai dit, ici, vous avez la dette qui est consolidée. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les 3 budgets, ville, eau et assainissement. Comme nous l'avions dit dans la campagne, comme nous l'avons rappelé au moment du débat d'orientation budgétaire et du budget primitif, le montant de la dette, vous voyez, reste non seulement maîtrisé, mais même est en diminution. En 2020, le montant de cette dette s'élevait à 14 534 331. Vous avez le bâton jaune. Alors, ce n'est pas du tout lisible sur votre écran, malheureusement. Donc, je vous redonne quand même le montant. 14 534 331, c'était l'encours de la dette en 2020. Et actuellement, l'encours de la dette est de 13 623 136 euros. Alors que nous avons emprunté, comme je vous l'ai dit, notamment 3 750 000. Bon, pourquoi ? Parce que chaque année, la dette est remboursée. Et en fait, vous voyez que celle-ci a été bien maîtrisée pendant le mandat. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres graphiques qui vont intervenir. Non, après, ça va être... Bon, là, il y a des documents qui donnent le détail de la dette consolidée par grands financeurs, la Caisse d'épargne, Dexia, la SFIL, etc. Mais je vois que vous ne les avez, ces graphiques ne sont pas prévus. Pour terminer, en information clé, donc vous avez un tableau qui vous a été montré tout à l'heure, au début, je crois, dans lequel vous avez les résultats reportés, les opérations de l'exercice, les résultats de clôture. Bon, il est évident que je ne vais pas vous lire tous les chiffres de ce tableau parce que ça serait absolument fastidieux. Par contre, c'est ce tableau qui est reprojeté maintenant sous vos yeux. Par contre, on peut donner comme information clé, en section de fonctionnement, le résultat de clôture qui est excédentaire de 8 424 323 en comptant les résultats reportés des exercices précédents. En section d'investissement, un résultat de clôture qui est déficitaire de 2 114 835. Alors, c'est comme d'habitude, la section d'investissement est toujours déficitaire et elle est financée en partie par les excédents de la section de fonctionnement. En investissement, il reste des restes à réaliser en dépenses. Donc, vous retrouvez dans le document que vous avez tout à l'heure été projeté, à hauteur de 1 902 945,77 en recettes et des restes à réaliser de 1 194 881,35 en dépenses. Le soutien financier au monde associatif pour un montant total de 56 530 euros. Le soutien financier au CCAS dont j'ai parlé tout à l'heure, même s'il a baissé, il reste très important, il est de 520 000 euros. Et il n'y a pas d'augmentation des taux d'imposition. Donc, comme nous l'avons dit, pour terminer, la dette a été maîtrisée alors que la commune a investi pour 30 millions pendant le mandat qui vient de se passer. Une partie de cet investissement a été financée par autofinancement, une autre partie par des subventions que nous sommes allés chercher et une très faible partie, en fait, je voudrais même dire qu'il n'y a pas eu de financement par la dette puisque, comme vous l'avez vu, la dette a baissé. Donc, en fait, nous avons réussi à maîtriser la dette et à investir. Pour ce qui concerne le budget de la ville, j'ai terminé. Et donc, on doit passer maintenant à l'examen du budget de l'eau, mais ce n'est pas moi, c'est un autre Philippe. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette partie ? Je vous en prie. Oui, merci Madame Leroy. Je voulais revenir en fait sur une discussion qui a eu lieu au dernier conseil, puisqu'on a abordé le budget et on fait quelque part une seconde présentation en voyant ce bilan du budget des comptes financiers
de 2025. Donc dans le compte administratif de la ville apparaît la dernière année de dépenses de la PCP des travaux de Jean Jaurès pour 570 000 €. Au cours du dernier conseil, l'opposition a mentionné un dérapage budgétaire sur ce projet. Monsieur le maire a répondu qu'il n'y avait aucun dérapage. C'était une affirmation sans aucun argument. Et du coup, je me permets de revenir sur ce sujet. Et je reviens à travers 4 dates, 4 années en fait. 2026, 2022, 2021 et 2020. 2026, c'est la clôture du programme. Je pense que là, il n'y a pas de contestation. 13 110 000, tout le monde est d'accord sur ce chiffre-là. Ce programme, il a été créé en 2022. Alors non pas avec 13 millions tel que semble le suggérer monsieur le maire, mais avec 9 700 000. Un mois avant cette présentation de chiffres, cette création d'APCP dans le cadre d'un conseil municipal du budget primitif de 2021, un mois avant, monsieur le maire annonçait dans la presse locale un chantier compris entre 8 et 9 millions. Donc compte tenu en fait, des délais pour un conseil municipal sur le budget, il y a 2 semaines pour envoyer les documents, il faut les préparer. Donc en parallèle de cette annonce dans la presse d'un montant de dépenses entre 8 et 9 millions, on fait inscrire 9,7 millions. On peut se demander où est la sincérité des chiffres dans ce « en même temps » qui a eu lieu en 2022. En 2021, donc avant la création du programme, monsieur le maire avait inscrit 1 200 000 dans le budget de 2021 sur ce projet de Jean Jaurès. Pour avoir une vision globale de la dépense sur ce projet, il faudrait donc additionner la dépense de 2021 avec la dépense du programme. C'est le même projet, mais c'est une façon budgétaire de le présenter de façon différente. Mais quand on fait le bilan, il faut faire aussi le bilan du projet et donc additionner la dépense de 2021. Donc où il y avait 1 200 000 au budget. Alors, je n'ai pas retrouvé trace de la dépense, mais je suis certain qu'il y a eu de la dépense parce que 2021, c'est l'année où a été sélectionnée l'assistance à maîtrise d'ouvrage et des travaux ont été faits pour définir en quelque sorte le cahier des charges du projet, définir les éléments structurants, le planning. Donc, il y a tout un travail qui a été fait. À mon avis, pas du tout à l'échelle de 1,2 million, mais il y a eu de la dépense. Donc, il faudrait du coup ajouter cette dépense aux 13 110 000. Donc j'ai fait une estimation, je peux me tromper, mais j'ai fait une estimation qu'il y avait 300 à 400 000 € de dépenses qui avaient été faits en 2021. Et du coup, ça ferait une dépense de 13 500 000 à la fin. Ensuite, si je reviens en 2020 à la genèse finalement de ce projet, c'est la campagne de 2020, monsieur le futur maire s'engageait à un investissement de 7 millions. Alors, les documents, je les ai, parce que connaissant la capacité de monsieur le maire à nier ses propres chiffres, j'ai quand même tous les chiffres, et y compris celui-ci que monsieur le maire va sans doute contester. Donc ça, c'est le programme de 2020 sur lequel étaient annoncés 7 millions de dépenses pour les travaux, les investissements dans les écoles. Donc c'était toutes les écoles. Donc la question qu'on peut se poser, c'est combien pour Jean Jaurès par rapport aux autres. Donc l'exercice, puisque je n'ai pas les chiffres, il n'y a pas eu le découpage, l'exercice que j'ai fait, c'est de cumuler les dépenses sur les autres écoles, Marcel Pagnol, Jean Moulin, Yves Bramery, pour voir combien on avait dépensé pendant le mandat pour faire cette soustraction. Donc j'ai trouvé 500 000 €, du coup je les ai déduits, et j'ai déduit que l'engagement de 2020 pour Jean Jaurès était de 6,5 millions. Donc 6,5 millions, 13,5 millions, ça fait donc un différentiel de 7 millions, un dérapage
de 7 millions, qui est quand même faramineux en tant que dérapage. Hein. Pour bien comprendre ce que ce dérapage veut dire pour les Cuersois, je propose un petit exercice qui est de déduire des sommes qui ne sont pas affectées aux Cuersois. Hein. Je déduis la TVA remboursable, je déduis les subventions compte tenu du taux de subvention qu'il y a eu sur ce projet-là, et j'arrive à un montant résiduel de 3 millions. Ces 3 millions, ils ont été financés par autofinancement. Hein. Mais l'autofinancement, il est financé par qui? Il est financé par les Cuersois, l'impôt des Cuersois qui ont alimenté cette capacité d'autofinancement. Donc si je fais un exercice en fléchant du coup cette alimentation de l'autofinancement par la taxe foncière des ménages, hein, c'est contestable, on peut dire que c'est financé par autre chose, mais moi c'est l'exercice que je fais. Du coup, si on flèche vers les ménages, ça représente 500 € par ménage. Monsieur le maire, ça représente 500 € par ménage. Donc je pense que les Cuersois sont contents d'apprendre que l'incapacité de monsieur le maire à maîtriser ses propres engagements et son propre... Monsieur Crétet, c'est bon. Je pense qu'on a tous compris. On peut vous apporter une réponse maintenant. Vous allez Oui, continuer tout à fait. longtemps encore votre monologue. Là, Non. ça devient très long, par contre, monsieur Crétet. Et je ne suis pas monsieur Moutet. Hein. Même moi, je trouve que c'est très long. Pourtant, je suis très, très patiente. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Vous me On va demandez. vous répondre, d'accord? Monsieur Delvalle va prendre la parole. Merci. Oui, je répondrai deux choses. La première, c'est que j'ai quand même eu du mal à vous suivre. La deuxième, c'est qu'on parle de l'année 2025, de ce qui a été réalisé en 2025. Là, vous remontez à 2020, 2021, etc. Et donc, vous nous rejouez le match des municipales. Mais je vous rappelle que les Cuersois ont voté il n'y a pas si longtemps et qu'ils ont largement approuvé la majorité actuelle et donc son bilan. Donc, si vous nous refaites à chaque conseil municipal le débat sur les élections qui ont eu lieu précédemment, je pense que vous nous faites perdre notre temps, monsieur. Voilà. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît, pour le vote? Merci. Monsieur Crétet, vous avez eu la parole. Je vous remercie. Monsieur le maire est sorti, nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Monsieur Kopp, pour l'eau et l'assainissement, s'il vous plaît. Bien, parlons de choses intéressantes. Le service de l'eau, donc, en section d'exploitation. Je vais vous citer uniquement les chiffres des réalisations. Donc, en dépenses. Le total des dépenses réelles d'exploitation est de 77 556,80 €. En recettes, nous avons un total des recettes réelles d'exploitation de 488 302,98 €. Toujours pour le service de l'eau, donc en section d'investissement et en dépenses, nous avons un total de dépenses réelles de 636 634,29 €. Et enfin, en recettes, un total de recettes réelles de 66 003,50 €. Quelques infos clés pour illustrer un peu ces chiffres. Donc, en section de fonctionnement, le résultat de clôture est excédentaire de 1 055 301,76 €. En section d'investissement, le résultat de clôture est déficitaire de 155 907,14 €. Enfin, en investissement, les restes à réaliser en dépenses sont de 267 154,45 € et de 12 718,50 € en recettes. Quelques dépenses d'investissement. Avenue Gabriel Péry, renouvellement des canalisations.
La Fuchs, renouvellement complet de la télégestion avec reprise de la surveillance du site, renouvellement de la clôture haute sécurité, réhabilitation du réservoir numéro 1, sécurisation de l'injection pour la potabilisation de l'eau. Au Défend, renouvellement de la clôture haute sécurité et de l'inverseur de la source pour raccordement du groupe électrogène. Le schéma directeur d'eau potable, la rue François Fournier, la réhabilitation du réseau et des branchements. Pour le service de l'assainissement en section d'exploitation en dépenses, un total de dépenses réelles d'exploitation de 94 720,60 €. Toujours pour le service de l'assainissement en section d'exploitation en recettes, un total des recettes réelles d'exploitation de 338 465,03 €. En section d'investissement en dépenses, un total de dépenses réelles de 518 598,61 €. Et en recettes, un total de recettes réelles de 807 075,85 €. Quelques infos clés pour finir. En section de fonctionnement, le résultat de clôture est excédentaire de 771 001,03 €. En section d'investissement, le résultat de clôture est déficitaire de 225 597,52 €. Et en investissement, les restes réalisés en dépenses sont de 184 037,20 € et de 122 983 en recettes. Quelques dépenses d'investissement, l'avenue de l'Âtre de Tassigny, le renouvellement du réseau, l'avenue Gabriel Péry, le renouvellement du réseau, la réhabilitation de la station d'épuration, l'armoire électrique phase 2 et la supervision, et enfin la rue François Fournier, la réhabilitation du réseau des branchements. Je propose donc au conseil municipal d'approuver le compte financier unique de la commune des services de l'eau et de l'assainissement, tel que présenté 6 juin, appuyé de tous les documents concernés, et de prendre acte de la communication de la note de présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles. Merci. Est-ce qu'il y aura des questions? Alors nous allons procéder à 2 votes. Le premier pour le service de l'eau. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Pour l'assainissement, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur le maire, je vous rends la présidence. On continue. Monsieur Philippe Delvalle, sortie de l'actif et de l'inventaire des biens de faible valeur totalement amortis pour le budget ville. Oui, monsieur le maire. En fait, comme toute entité qui a un patrimoine, à l'actif figure un certain nombre de biens qui ont été achetés et qui s'usent au fil du temps, comme des ordinateurs, etc. Et donc, au bout d'un moment, il faut les faire sortir du patrimoine. La discussion avec la directrice des services financiers m'a dit que l'inventaire actuel qui vous est proposé dans ce projet de délibération fait qu'actuellement, nous sommes à jour à 100% par rapport à l'usage de ces biens et à ce qui doit sortir de l'inventaire. Donc, en conséquence, je vous demande, en tant que rapporteur, de approuver la sortie des états de l'actif et de l'inventaire du budget de la ville des biens inscrits sur la liste jointe à la présente délibération que vous avez eue donc, et donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Vous avez l'annexe qui récapitule l'ensemble des biens qui ont été sortis de l'inventaire. Merci. Merci. Des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Madame Denise Gauthier, affectation
du produit financier provenant du traitement des résidus métalliques des crémations. Et là, je demanderai M. Delvalle qui sorte et qui ne prenne pas part au vote. Merci. Voilà. La réglementation funéraire encadre désormais strictement l'affectation des produits issus du retraitement des résidus métalliques provenant des crémations. Ces recettes doivent être prioritairement consacrées au financement des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ou, le cas échéant, faire l'objet de dons à des associations d'intérêt général ou fondations reconnues d'utilité publique. Ainsi, en l'absence de dépenses constatées de ce premier titre en 2025, il est proposé d'affecter l'intégralité du produit disponible, soit 58 138,73 € au soutien du tissu associatif local et d'organismes œuvrant en faveur des publics les plus fragiles, selon la liste ci-jointe des bénéficiaires habilités par la loi à recevoir ce type de dons. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'affectation prioritaire des produits de retraitement des résidus métalliques issus des crémations au financement de la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, d'inscrire les fondations Funecap et Europe Éclair, toutes deux abritées par la Fondation de France, ainsi que les associations d'intérêt général, l'association Humane, maison d'accueil spécialisée de Cuers, l'antenne cuersoise des Restaurants du Cœur, c'est un relais du cœur, l'association locale des donneurs de sang de Cuers, le Club 210, l'association Petit Cœur de Beurre, l'association des Ailes de la Reconnaissance, l'association Aide de Ravard, l'association Génération 8.3, ainsi que l'association Handyfly, sur la liste des fondations associations autorisées à recevoir des dons liés aux produits financiers provenant du retraitement des résidus métalliques issus de la crémation dans le cadre de la DSP relative à la gestion et à l'exploitation du crématorium de Cuers par la Société du crématorium de Cuers. D'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce utile à la mise en œuvre à la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Je vous remercie pour toutes ces associations. Et qui est pour, pardon? Monsieur Delvalle peut revenir. Monsieur Christophe Oliveri, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'amicale du comité communal des feux et forêts. Bonsoir à toutes et à tous. L'amicale du CCFF a sollicité une aide exceptionnelle à la suite d'un incident imprévisible, une coupure d'électricité ayant entraîné la perte de denrées périssables pour un montant de 114 €. Ça représente environ 9,5 € par mois. Au regard du caractère ponctuel de ce préjudice et de l'engagement constant de cette structure au service de la collectivité, il est proposé d'apporter un soutien financier exceptionnel du montant demandé. Je propose au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 114 € à l'amicale du comité communal des feux de forêt, CCFF, de donner pouvoir à monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tenant à rendre effective cette décision. Les crédits sont prévus au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2026. Merci, monsieur Oliveri. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Monsieur Jean-Claude Landa, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'entente Cuers-Pierrefeu handball. Je demanderai à madame Stéphanie Le Borgne, oui, de sortir, s'il vous plaît. L'association Entente Cuers-Pierrefeu Handball joue un rôle central dans la promotion de la pratique sportive et plus particulièrement du handball, notamment par son engagement en faveur de l'éducation par le sport auprès des jeunes du territoire.
La demande de subvention exceptionnelle de 1 500 € présentée par l'association vise à accompagner la participation d'une équipe féminine de moins de 15 ans à un tournoi international, le World Game, organisé à Paris. Cette participation constitue une opportunité sportive et éducative importante, favorisant la cohésion du groupe, l'ouverture à un niveau de compétition élargi et le rayonnement du club. Il est proposé donc au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € à l'association Entente Cuers-Pirefeu Handball, de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toute disposition et signer tout acte ou tout document tenant à rendre effective cette décision. Il est dit que les crédits sont prévus au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2026. Merci, Monsieur Landa. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Ils ne sont pas mauvais au hand, hein, Monsieur Landa. Vous pouvez rappeler Stéphanie. Monsieur Robert Domas, acquisition d'un garage situé avenue Jean Moulin. Madame Anne-Laure Gravier, née Flamand, propriétaire avenue Jean Moulin du lot numéro 3 de la parcelle cadastrée, section AT 375, comportant un garage d'une surface de 18 mètres carrés, souhaite céder à la ville le dit garage au prix de 22 000 €. Ce prix a été négocié avec 3 000 € de moins. Cette acquisition se réalisera par acte administratif et les frais seront à la charge de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à acquérir à Madame Anne-Laure Gravier, née Flamand, ou à toute personne ou société qui s'y substitueront, le lot numéro 3 de la parcelle cadastrée AT 375, située avenue Jean Moulin, d'une surface de 18 mètres carrés, qui se réalisera au prix de 22 000 €. D'autoriser Monsieur le maire à faire signer tous les actes nécessaires à l'officialisation de cette acquisition, d'autoriser Madame la première adjointe au maire de Cuers, légalement habilitée à représenter la commune, pour signer les actes administratifs en vertu des dispositions de l'article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales. Il est dit que cette acquisition aura lieu par acte administratif, que tous les frais seront à la charge de la commune. Il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 21, immobilisation corporelle du budget communal 2026. Merci. Y a-t-il des questions, Monsieur Chouboul? Oui, merci, Monsieur Domas. Juste une question simple, c'est pas parce que quelqu'un souhaite nous vendre quelque chose qu'on est forcément obligé de l'acheter. Et ma question, c'est autant je comprends quand vous écrivez qu'on a déjà acheté des garages qui ont une utilité publique, à savoir la création d'une voie d'accès entre le parking Gence-Guinguette, autant pour cette acquisition, quel est le but public poursuivi, quel est le but en matière d'utilité publique poursuivie qui nécessite qu'on achète ce garage? Est-ce que c'est à terme on détruit tous ces garages? Est-ce qu'il y a autre chose de prévu? Juste avoir une précision sur, parce que là je ne vois pas l'intérêt immédiat et clair d'acheter un garage, tout simplement. Juste si vous avez... C'est quoi le but au final de l'acquisition de ce garage, tout simplement? Monsieur Domas, je vais vous laisser répondre. Peut-être non, on ne fait pas 200 places dedans, non, hein? Non. Ce garage va certainement servir dans un premier temps à du stockage de matériel municipal, vu les festivités d'été qui approchent, etc. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que gérer, c'est prévoir. Donc, peut-être qu'un jour, nous, vous ou d'autres personnes qualifieront l'avenue Jean Moulin, l'élargiront, ce sera une avenue plus passante, etc. Donc c'est toujours bon d'avoir ce genre de bâtiment en prévision d'un futur aménagement. Non, ne remuez pas la tête, Monsieur Chable. Monsieur Domas, sur le dernier point, c'est quand même un peu faible. Dans ce cas-là,
autant mettre une préemption sur l'ensemble des garages. Dans ce cas-là, vous l'auriez fait avant. Et ils ne sont pas tous à vendre pour le moment. Oui, mais si vous mettez... c'est pas moi que vous allez apprendre que ça s'annonce en avance. Vous pouvez l'annoncer en avance et dire on a une stratégie, on achète tous ces garages. On a besoin de locaux pour stocker. Voilà, on vous a répondu, on va passer au vote. On a besoin de locaux, monsieur le maire, quand même. L'ancienne fourrière, elle sert à quoi? Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Vous êtes quoi, là, le groupe de monsieur? Abstention. Allez, qui est contre? Qui est pour? Si on répond à vos questions, on ne va pas discuter pendant 3 mois. Monsieur Domas, création d'un programme urbain partenarial dit PUP sur la zone UB, foyer d'hébergement Les Orangers. L'association AVAT a déposé une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée AT26 d'une surface de 1480 m² pour réaliser un foyer d'hébergement de 15 chambres d'accueil, 11 logements ainsi que des locaux administratifs pour le service accompagnement à la vie sociale. Cette opération nécessite de renforcer ou apporter des travaux sur la voirie et les réseaux divers. Le montant des travaux s'élève à 200 446 €. Participation de l'association AVAT, 141 992 €. Une convention relative au projet urbain partenarial sera signée avec le porteur de projet visant le descriptif des travaux, le montant de la participation ainsi que l'échéancier des travaux et le versement de la participation. Il est proposé au conseil municipal de créer un périmètre de projet urbain partenarial PUB dénommé Foyer d'hébergement des Orangers au sens des articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l'urbanisme pour une durée de 10 ans dans lequel seront réalisés des équipements publics susvisés pour un montant prévisionnel de 200 446 €. Il est décidé d'autoriser monsieur le maire à signer la convention du projet urbain partenarial dénommé Foyer d'hébergement Les Orangers, jointe en annexe de la présente délibération avec l'association AVAT représentée par monsieur Philippe Isalis, président. D'affecter au budget principal et aux budgets annexes eau et assainissement les participations successives. D'exonérer les terrains situés dans le périmètre du PUP de la part communale de la taxe d'aménagement pour une durée de 10 ans à compter des mesures de publicité et d'affichage obligatoires, ainsi que de la participation forfaitaire à l'assainissement collectif PFAC. D'autoriser monsieur le maire à céder la parcelle cadastrée section AT25 d'une superficie de 73 m² faisant partie du domaine privé de la ville au prix de 4 € le m², soit 292 € à l'association AVAT ou toute autre personne ou société qui s'y substituera. D'autoriser monsieur le maire à faire signer tous les actes nécessaires à l'officialisation de cette session, d'autoriser un adjoint au maire de Cuers, légalement habilité à représenter la commune, pour signer les actes administratifs en vertu des dispositions de l'article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales. Il est dit de procéder aux mesures de publicité et d'affichage obligatoires, que cette session aura lieu par acte administratif et que tous les frais seront à la charge de l'association AVAT. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Crété. Merci, monsieur le maire. Ce PUP porte sur la construction d'un foyer de l'association AVAT. C'est un projet utile. C'est même un beau projet utile. Vos contacts avec l'association sur ce projet semblent avoir démarré il y a de longs mois. Avec une vision d'aménagement du territoire que chaque maire doit avoir, avez-vous au départ travaillé avec l'association pour identifier un autre emplacement potentiel? Pourquoi? Je m'explique. Il s'agit d'un emplacement de presque 1500 m² qui est précieux. Il est proche du cœur du centre-ville et aurait été idéal pour étendre le parking des Guinguettes. En regardant le nombre de places de stationnement qu'on peut avoir en surface, nous aurions pu avoir 40 places, de quoi compenser les places supprimées durant le premier mandat.
Et avec de l'ambition, nous aurions pu envisager un parking silo, en partie sur cette parcelle, et en partie sur la partie de parking actuelle qui est contiguë à cette parcelle. L'utilisation de cette parcelle aurait aussi permis de minimiser la neutralisation des places de stationnement durant la phase de travaux. C'est une bonne alternative à l'emplacement que vous envisagez pour votre projet de parking et que vous ne voulez pas nous révéler. J'ai entendu dire qu'en 2023, il y avait eu une étude qui avait été faite pour un projet de parking silo. Pardon ? Oh, pardon, il n'était pas ouvert. Et on est en 2026, monsieur Crété. Et alors, vous refusez que je parle de quelque chose qui a été fait en 2023, c'est ça que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais allez-y, continuez. Mais non, mais vous m'interpellez. 2026. Mais pourquoi vous faites Monsieur le maire, pourquoi vous faites On va rigoler après. Bon, il y a eu une étude. On parle de parking. On parle de parking, c'est bien un projet qui est actuel. On parle d'un projet pour l'AVAT. On ne parle pas de parking. Vous êtes hors sujet encore, monsieur Crété. Et estimez-vous heureux, comme vous êtes hors sujet et hors délibération, que je vous laisse la parole? Alors, allez au but, parce que sinon, je vais vous recouper la parole. Et on ne vous refera pas, monsieur le maire. Ça sera la même chose, puisque donc, on n'est pas... qu'on a supprimé des places de parking, c'est faux. Alors, allez au but. Et parlez-moi de la VAT, je vous répondrai. On peut jamais débattre avec vous. Il n'y a pas de débat, il y a une délibération. Vous parlez de la délibération, sinon vous êtes... Donc la délibération, elle porte... Vous aurez encore la parole. La délibération porte un PUP qui concerne une parcelle de 1500 m² qui est contiguë au parking des Guinguettes. Donc je vous fais une réflexion. Eh bien, on parle de la parcelle de 1500 m², stop. Si vous voulez parler d'autre chose, on passe au vote. C'est plus possible de débattre, monsieur le maire. Eh bien, vous allez débattre. C'est comme ça. C'est comme ça, monsieur Crété. Oh, je termine, j'en ai pas pour longtemps. Donc, par rapport à ça, ce projet de 2023, il supposait en fait, de pouvoir implanter ce parking, d'acquérir en fait la totalité des parkings, des box qui était avenue Jean Moulin, et j'allais dire que la résolution précédente semblait confirmer en fait le projet, mais comme vous niez l'utilisation, le but en fait de cette acquisition, ça va être compliqué. Donc, on nie pas le but. On vous a répondu. Ce garage servira à entreposer du matériel pour la commune. C'est donc le but de... Sur une délibération qui a été votée, allez droit au but, sinon on va passer au vote. C'est compliqué. Bon, je conclus. N'aurait-il pas été préférable de revoir l'emplacement du parking, de votre parking, en saisissant cette opportunité? Coupez le micro, s'il vous plaît, comme ça vous pourrez encore parler les réseaux sociaux. Allez, qui s'abstient? Voilà. Et la propriété, elle ne nous appartient pas, d'accord? Elle n'appartient pas à la commune. Donc c'est la VAT. On est bien d'accord. Donc il y a un projet. Le bâtiment qu'ils ont à l'heure actuelle, je vous invite à aller le visiter. Il est dans un état catastrophique et il est très intéressant qu'ils reprennent cette habitation parce que un jour ou l'autre, selon le contrôle qu'ils ont, on les fait fermer. Voilà. Allez, on va passer au vote. C'est un terrain qui n'appartient pas à la commune. Et le parking, vous le saurez en temps et en heure. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le savoir. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Allez. Allez, communication de fin de séance. J'espère que ça ne va pas être 7 ans comme ça, parce que vous n'allez pas souvent avoir la parole. Je vais souvent vous le couper, le micro. Allez, le lundi 8 juin, journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Le rendez-vous est donné à 10h45 au cimetière. Le jeudi 11 juin, rencontre dédicace avec l'auteur Fabrice Collin. C'est pas vous, hein, monsieur le journaliste. À 15h au pôle culturel. Samedi 13 juin, le forum de la petite enfance à 10h,
jusqu'à 16h, ici même au pôle culturel. Le jeudi 18 juin, journée nationale de la commémoration de l'appel du général de Gaulle. Et ce même jour, conseil municipal qui se déroulera ici même. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer un bon week-end et la séance du conseil municipal est close.